Peut-être je vais faire un petit flashback. Donc, attendez. Excusez-moi, j'ai mon truc qui s'allume là. C'est Allô? Emmanuel François, c'est normal, il est toujours au téléphone. Non, ça y est, c'est bon, je l'avais pas coupé. Donc, simplement, la SBA, c'est une association qui a maintenant 8 ans d'existence. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, il y a 3 ans, on a lancé ce fameux référentiel Ready to Service, mais à l'époque plus pour les bâtiments tertiaires, euh, et qui maintenant devient quasiment un standard pour tous les bâtiments intelligents, connectés, bâtiments tertiaires. Il était trop complexe pour le bâtiment résidentiel, pas adapté. Donc on l'a fait, on l'a simplifié, on l'a adapté. Ça a été le travail en 2019. Et avec l'aide de Veritas, ce cadre de référence devient un label qui va être lancé, je dirais, à la fin de l'été. C'est bien ça, Philippe? Oui, tout à fait. Oui, bonjour Emmanuel. Oui, tout à fait. Je confirme que le travail d'appropriation du sujet R2S pour le transformer du tertiaire au résidentiel est en phase d'achèvement et qu'on va pouvoir passer à une phase plus opérationnelle sur des buildings à construire ou à rénover, je l'espère, dès le début juillet. Voilà. Alors c'est un vrai travail, ça a été un travail de fond, mais en fait, parce que c'est vrai qu'on est allé dans le détail, et là, donc, si vous voulez, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, même si il n'y a pas un bâtiment qui soit labellisé, puisque le label lui-même n'est pas finalisé, mais on a aujourd'hui un bon nombre de bâtiments résidentiels qui ont été réalisés et qui sont conformément au cadre de référence. Et ça, là, on peut le dire. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, avec des bailleurs sociaux notamment, plus avec des bailleurs sociaux qu'avec du logement collectif résidentiel, en passant par des syndics. Ou dans des logements résidentiels neufs. Donc aujourd'hui, des acteurs comme Bouygues Immobilier, comme Bouygues Construction sont partis sur ce référentiel et commencent à le déployer quasiment, pas complètement, mais quasiment depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, on a aussi, si je parle des logements sociaux, un projet qui s'appelle Smart Eco Rénovation avec l'USH qui touche 1800 logements. Là, c'est de dire, ces 1800 logements où il y a de la rénovation thermique, eh bien 5% de l'investissement est alloué pour justement mettre cette infrastructure numérique pour les bâtiments. Bon, ça, c'est un projet qui est en cours. Et puis, par ailleurs, il y a beaucoup d'autres projets qui sont lancés avec Vilogia, avec Batigère, avec les résidences, avec CDC Habitat, avec 3F, avec vous, Angers Loire Habitat, j'espère, je pense. Et là, tout récemment, je crois que c'est Lyon Métropole Habitat qui a décidé de passer 30 000 logements sur le principe R2S. Et puis l'USH qui veut en faire la promotion à partir de septembre d'une manière systématique, donc pour tous les logements sociaux. Et si vous voulez, récemment, j'ai rencontré le cabinet d'Emmanuel Vargon et de Julien de Normandie en disant, écoutez, le plan de rénovation énergétique, maintenant, c'est clair, si on fait de la rénovation énergétique, il faut amener en même temps le numérique et s'appuyer sur sur le déploiement de solutions d'économie d'énergie pour mettre cette infrastructure numérique qui va ensuite être utilisée à coût marginal, j'insiste bien à coût marginal, pour déployer d'autres services comme l'assistance aux personnes dépendantes, la santé, la sécurité, etc., etc. Donc après, François-Xavier va vous parler un peu dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a une vraie vision de dire, moi en fait, dans les 5 ans qui viennent, mon objectif à moi, Emmanuel François, c'est que ce cadre de référence, il soit porté sur tous les logements de France et même en Europe. Je peux vous dire que là, on démarre sur le Luxembourg, on s'est rapproché du ministère de l'économie allemande
qui est très intéressé pour porter ça aussi en Allemagne. Et on est en train de lancer la SBA dans d'autres pays européens, justement, pour porter cette vision que c'est maintenant, si on veut répondre aux enjeux actuels de société, il faut s'appuyer sur le numérique et un numérique de confiance. Et ça, c'est l'objectif de Ready to Service. Voilà un petit peu la petite introduction. Et je suis très heureux de cette introduction, excuse-moi, et de pouvoir être avec vous, Thierry Mobillet et Angers Loire Habitat. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des belles choses ensemble. Donc, merci Emmanuel. Effectivement, c'est bien de préciser que donc, quand on a commencé à travailler avec vous en partenariat, Novabuild d'un côté et Smart Building Alliance de l'autre, on a réuni nos adhérents communs qui avaient envie de travailler ensemble, et très très vite a émergé l'idée de travailler plutôt sur le logement, et avec les deux grands systèmes qui peuvent exister, donc d'un côté plutôt les bailleurs sociaux et de l'autre côté avec les syndics et plutôt donc le logement collectif privé. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rapproché d'Angers Loire Habitat et de Thierry Mobilier, qui ont voulu proposer chacun de leur côté une expérimentation, ou en tout cas un test du label Ready to Service R2S dans leur propre patrimoine. Ouais. Donc on va avoir tout à l'heure un retour d'expérience des premières étapes de cette expérimentation. Mais je crois que dans un premier temps, François-Xavier avec Philippe Durand vont nous faire un petit topo de là où on en est de R2S, d'où le PowerPoint que vous voyez là. François-Xavier, je ne sais pas si tu peux le mettre en plein écran parce que ce sera plus visible. Et je dois aussi vous prévenir, c'est un peu comme à la police, on doit prévenir qu'on vous enregistre. Donc vous n'êtes pas obligé de venir avec votre avocat, mais sachez que la séance est enregistrée, et l'intérêt c'est que demain on pourra aussi communiquer sur notre rencontre, et un de nos buts communs à Smart Building Alliance et Novabuild, c'est de faire connaître à la fois le référentiel, mais faire connaître aussi le Smart Building dans son aspect concret à l'ensemble des acteurs de l'immobilier, pour qu'il soit utilisé, parce qu'on croit les uns comme les autres que ça fait partie d'une démarche vertueuse, à la fois sur le développement durable, mais aussi tout simplement dans les usages, dans la relation avec l'ensemble des habitants. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Emmanuel, j'ai l'impression que tu avais envie de rajouter quelque chose. Mais Emmanuel a toujours envie de rajouter quelque chose. Ah, c'est gentil, t'es fort. Non, c'est parce qu'effectivement, j'ai parlé des logements sociaux. Donc aujourd'hui, effectivement, on a bien avancé, mais on a aussi... c'est vrai que notre cible, c'est le logement résidentiel collectif et en travaillant avec les syndics. Donc, c'est pour ça que je suis très content que Thierry Mobillet soit là. On a notamment initié des expérimentations avec Sergic dans le nord de la France. Et aujourd'hui, on avance bien. L'objectif, si vous voulez, c'est que en fait, on arrive à chiffrer un coût pour mettre cette fameuse infrastructure numérique, qu'on y assortisse le coût pour mettre des systèmes d'efficacité énergétique, et qu'on montre qu'il y a un ROI qui est très, très simple, entre 3 et 5 ans, on va dire, et que quelque part, ça peut même être réduit si l'immeuble a prévu des investissements, ne serait-ce que de mettre un vidéo portier, par exemple, parce que là, on va utiliser cette infrastructure du vidéo portier pour mettre justement l'infrastructure numérique globale du bâtiment. Et donc, en fait, c'est une approche qui est, comme tu l'as dit, c'est vertueux, parce que et c'est possible, c'est ça que je veux dire, c'est possible, c'est vertueux et c'est durable. Donc c'est pour ça que je veux vraiment, je suis très content qu'on puisse avancer. Et notre objectif aussi, et ça se fait bien, c'est de travailler avec l'ensemble des professions et l'ensemble des syndicats. Et la semaine dernière, on était justement avec les principaux syndicats qui représentent à la fois la filière électrique et la filière des industriels et de l'installation, pour porter ces messages. Voilà, merci. Merci à François-Xavier et Philippe Durand. La parole, alors j'ai l'impression que Philippe Durand demandait la parole. Exact. Oui, pour compléter un petit peu le message d'Emmanuel, pour donner une
petite précision où effectivement Emmanuel a dit que le R2S résidentiel était totalement adapté pour les bâtiments collectifs, ce que je confirme bien évidemment. Mais il ne faut pas non plus délaisser pour autant l'habitat individuel tel qu'on le comprend, avec des petites résidences, des cités pavillonnaires à l'horizontale, hein, parce que souvent le mot collectif est conçu comme un immeuble à la verticale, alors que le R2S est totalement adapté pour des quartiers, pardon, voire même la possibilité de connecter des logements individuels, parce qu'on a bien des cités dans certaines métropoles où on a du chauffage urbain qui est distribué dans des logements individuels, et bien entendu R2S peut totalement s'adapter à cette configuration-là, et je crois que les projets que l'on est en cours d'audition sur un autre pays que la France, qui est le Luxembourg, répond à cette définition et le cadre pour être adapté à cette configuration. Hein, Emmanuel, je pense que cette précision conforte l'idée que R2S est beaucoup plus large qu'on n'osait l'espérer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, on l'a pensé de manière verticale pour un bâtiment résidentiel collectif, mais on peut le penser de manière horizontale pour des résidences ou pour un quartier. C'est exactement pareil. Voilà, c'est pour ça que lorsqu'on a, et je sais qu'au sein de Nova Build Pays de Loire, vous avez des constructeurs de maisons individuelles qui sont dans votre association, qui sont sur des écoquartiers qui se construisent, le projet peut être totalement piloté sur ce genre d'action. Voilà, c'est une petite page de publicité au passage, et qui peut intéresser la collectivité. Oui, de toute façon, c'est l'idée d'une armature centrale. Ce qui est valable pour un immeuble est valable à l'échelle d'un quartier. Ça paraît en fait presque une évidence une fois qu'on l'a posé. Ouais, vous voulez, je vois qu'il y a en fait, j'avais pas vu, vous avez un long PowerPoint. Vous voulez qu'on l'examine et par moment on vous interroge et je sais pas comment vous avez prévu. C'est tous les deux, François-Xavier et Philippe Durand, qui faites la présentation en commun? Oui, on a quelques slides. L'idée, c'est pas de les reprendre tous dans les détails, évidemment. On a eu une réunion de commission encore la semaine dernière, donc on va pas refaire cette réunion-là. Par contre, ça vous permet d'être à jour, parce que on vous a pas mis à jour depuis quelques semaines. Et puis, Philippe va vous montrer des éléments qu'on n'a jamais montrés encore, hein, qui sont le fruit du travail précis, parce que quand on fait un label, il y a un moment, il faut être très très précis dans les critères et les exigences. Et il y a une façon d'auditer que Philippe nous présentera. Donc, si vous voulez, je balaye et puis vous m'arrêtez si je suis trop long sur des sujets ou au contraire trop court. OK ? Juste une petite, parce que je crois qu'on n'a pas fait spécifiquement les présentations. Donc, François-Xavier, tu es vice-président de Smart Building Alliance. Voilà, moi, je m'occupe de la partie et en tout cas, pour Home. nous, tu es notre référent Smart Building Alliance Pays de la Loire. Pilote de l'action Pays de la Loire, et Philippe Durand, Bureau Veritas, c'est votre structure support pour l'élaboration du référentiel. J'ai à peu près compris quand je dis ça? Exactement. Nous, on fait le référentiel, en gros, lui, il fait le label. C'est-à-dire que en tant qu'association, nous, on n'est pas là pour certifier et labelliser, et on n'est pas habilité à le faire, et c'est pas notre métier. Par contre, c'est clairement le métier de Philippe et de Bureau Veritas Certification. Donc, comme on l'a fait, Emmanuel parlait du tertiaire tout à l'heure, comme on l'a fait avec Certivea pour les bâtiments tertiaires et bâtiments d'activité, on s'est appuyé sur Bureau Veritas pour nous aider déjà à transcrire ce cadre de référentiel, ce cadre de référence, et puis à le rendre professionnel, à le rendre auditable par des professionnels sur le terrain. OK ? Est-ce que vous voyez mes slides et est-ce que vous voyez le défilement? C'est bon? Voilà. Pour le moment, on est dans le contexte. Un tout petit mot sur le contexte, effectivement. Donc, Emmanuel en a parlé, je ne vais pas y revenir. Hein. Les promoteurs ont appuyé sur le bouton. Après, je ne vous cache pas que le mot connecté, pour eux, n'a pas du tout la même signification en fonction de la maturité des promoteurs. Donc, nous, notre objectif avec R2S, c'est de les rassurer et leur faire comprendre que s'ils veulent parler de connecté, il faut aller sur du R2S et ça simplifiera leur démarche. Il y a clairement une prise de conscience politique, donc Emmanuel en a parlé, au niveau des collectivités, au niveau des aménageurs, mais aussi au-dessus, ce qui est très très nouveau, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'on bute en fait, hein, sur les ministères, etc. Aujourd'hui, on sent que, notamment avec la reprise économique, avec les leçons de la crise sanitaire, on est beaucoup plus écouté qu'avant.
On rentre évidemment dans ce fameux programme massif de rénovation thermique qu'on veut accompagner d'une rénovation digitale. L'historique, Emmanuel en a parlé, je ne vais pas y revenir, sur le tertiaire. Urgence, parce qu'on dit souvent qu'on a fait des passoires énergétiques dans les années 70. On est en train de faire des poubelles technologiques aujourd'hui, il faut être clair. On est tous en train de travailler de façon désordonnée. Il y a beaucoup de bricolage, il y a beaucoup de contre-références, il y a beaucoup de promoteurs aussi qui reviennent un tout petit peu en arrière en disant j'ai fait un projet pilote, mes utilisateurs sont pas contents, donc qu'est-ce que je fais? Et puis cette fameuse logique de relance, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la société, de l'économie, le numérique est très présent. Il n'y a pas de raison que dans le bâtiment, le numérique ne le soit pas. Je ne vous rappelle pas, on n'est pas nombreux, je pense que tous les gens qui sont connectés connaissent la SBA. Important quand même, cette partie intelligence collective, c'est-à-dire qu'on ne traite pas dans la commission R2S résidentielle de tous les sujets. On s'appuie sur les travaux d'autres commissions au niveau de la SBA, je vais y revenir tout à l'heure, et puis sur les travaux des régions. Et vous le voyez tout en bas, la région Pays de Loire a décidé de mettre pour l'instant le R2S résidentiel comme une thématique forte. Donc c'est évident que nous, on veut se nourrir de ça, parce qu'on a besoin de vos retours. Donc on parlait de fin de l'été, donc septembre 2020, lancement officiel, probablement on dévoilera ça aux universités d'été le 2-3 septembre pour massifier ce label. Alors ça, il en a parlé, Philippe, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est important. Philippe, tu veux peut-être en reparler si tu n'as pas parlé de tout sur cette partie périmètre, mais souvent on met R2S que dans le collectif vertical. Donc on a parlé du collectif horizontal, sur des lotissements notamment, sur des écoquartiers. Et puis, le cadre de référence, il peut tout à fait être repris par des bureaux d'études sur du résidentiel individuel, c'est-à-dire un architecte, un bureau d'études. On parlait de constructeurs de maisons individuelles. Avant de décider d'aller vers la labellisation, il peut regarder le cadre de référence, il est en open source, et s'en inspirer pour ne serait-ce que récupérer des bonnes idées, parce que nous, on l'a fait dans cet esprit-là, et puis, s'il le souhaite, aller plus loin avec Veritas. Est-ce que je peux vous couper un petit peu? Parce qu'en fait, on a la même discussion avec HQE. HQE, il y a un cadre de référence, et en fait, il y a plus de gens qui utilisent le cadre de référence de HQE que de gens qui sont certifiés HQE. Et au bout d'un moment, on peut se demander, mais en fait, on enlève un peu du métier des certificateurs. Et les certificateurs, quand on utilise le cadre de référence gratos, en plus, parfois, on écrit bâtiment dans une démarche HQE. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir demain mettre bâtiment dans une démarche R2S. Quel va être l'apport de la certification dans un cas comme celui-là? Est-ce que réellement il y a une différence? Est-ce qu'on voit de l'extérieur qu'il y a eu une différence quand on a fait la certification? Alors, je vais peut-être laisser Philippe en parler, mais en 2 mots, il faut revenir aux sources aussi du travail. Nous, c'est à la demande des promoteurs qui ont besoin de marketer leurs opérations et dès l'amont, être capable de mettre sur leur plaquette de vente, dans leur bulle de vente, dans leur communication, qu'on est sur une démarche aboutie de label, en fait. C'est-à-dire que si c'est juste une démarche et c'est vague, ça ne va pas porter. Donc, encore une fois, il y a du teasing. Nous, le cadre de référence, c'est du teasing, c'est donner envie. Mais alors, peut-être que ce serait intéressant d'avoir Nicolas aussi tout à l'heure, ou Adélaïde sur leur motivation, et eux sur leur vision sur cette question. Mais nous, au niveau de la SBA, en tout cas, on pense que pour communiquer efficacement, il faut un vrai label, c'est-à-dire sinon c'est un peu édulcoré et puis évidemment c'est un peu détourné, il faut le dire. Nous on souhaite qu'il y ait le plus possible de bâtiments réellement labellisés et ça fera avancer tout l'écosystème en fait. Donc je sais pas, Philippe, si tu veux préciser quelque chose? Oui, je vais dire 2 mots sur le sujet. Bon, effectivement, un label, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre parce que c'est une démarche qui est volontaire.
Et dans cette démarche volontaire, on veut les avantages sans les inconvénients quand on veut faire de la promotion. Je ne parlerai pas de la problématique HQE ou autre des marques en règle générale, parce que c'est ni le moment et je ne suis pas convaincu que ce soit l'objet de la réunion et je n'ai peut-être pas tous les éléments pour en parler. Ce que je vais simplement dire, c'est que un label peut fonctionner si le demandeur qui est SBA et si le réalisateur qui est Bureau Veritas Certification échangent correctement et définissent très tôt la politique, la façon d'utiliser les logos pour faire de la promotion. Et je crois que cette surveillance de la marque en tant que telle est l'élément clé pour apporter un peu de garde-fou sur des dépassements. Une chose qui est certaine, et je crois que très rapidement, avec Emmanuel François, on s'est mis en phase sur le sujet, c'est qu'on s'est dit que la révolution numérique, il fallait qu'on se l'accorde, et il y avait bel et bien une partie du référentiel qui devait être totalement publique, pour qu'on puisse construire une infrastructure numérique dans le cadre de la construction d'un réseau smart, parce que c'est indispensable pour piloter les projets, être dans les volontés des différents ministères pour faciliter la rénovation énergétique en introduisant le numérique. C'est un élément essentiel d'être force de proposition, parce qu'il n'y a rien sur le sujet aujourd'hui. Et ça, on a totalement adhéré au fait qu'il y avait des éléments dans le cadre des références et des exigences qui s'appelaient des prérequis, que ces prérequis étaient publics et qu'ils devaient être la base de la construction de tous les labels. Ensuite, la promotion immobilière jugera opportun le fait de mettre en valeur tous les bénéfices qu'ils donnent à leurs occupants en matière de service, en qualité de service, également dans le cadre de la confiance numérique, qui est quand même aussi le deuxième critère relativement important au-delà d'une infrastructure numérique, ce cadre de confiance numérique sur les échanges de données qui existent et ce que l'on peut faire autour du marchandage de données. Et je pense que c'est sur ce sujet-là que nativement le label prendra toute sa puissance. Et si je peux me rajouter, moi, si tu veux, Pierre-Yves, c'est clair que notre objectif, c'est pas de vendre un label, excuse-moi, mais en fait, on n'est pas là pour vendre un label. C'est pas sympa pour Philippe Durand. Non, mais attends. C'est notre problème à nous. Il faut que je finisse ma phrase. En fait, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir et c'est pour le bien commun. Donc, c'est pas. Voilà. Mais. Et c'est ce que j'avais dit à Julien de Normandie. Je lui avais dit, nous, notre objectif, c'est pas ça. Est-ce que et demain, si les gens ne veulent pas, si les acteurs ne veulent pas la labellisation, ils peuvent le faire. Cependant, c'est un gage de confiance et un gage de la certification. On est sûr que ça marche. Et en fait, dans le bâtiment de demain, mais c'est demain. C'est-à-dire que ce bâtiment connecté, il faut qu'il se connecte avec ses habitants et avec son environnement. Et pour qu'il se connecte avec son environnement, pour qu'on puisse faire du smart grid, pour qu'on puisse faire pour qu'on puisse piloter intelligemment un quartier, ben, ça ne peut pas marcher si effectivement il n'y a pas cette certification, parce que je pense que sans certification, on n'aura pas la garantie que quand on va vouloir piloter plusieurs bâtiments ensemble, ben, en fait ça marchera. Alors on a de très belles justifications depuis tout à l'heure, donc je pense qu'on a l'argumentaire est quand même très clair, donc on va pouvoir poursuivre. Je ne sais pas qui est-ce qui reprend la main maintenant, Philippe Durand ou… Non, vous devez voir le slide là, sur les grands principes, voilà. Et ça confirme exactement ce que vient de dire Emmanuel. S'il n'y a pas les 5 points que vous voyez à gauche, on n'aura pas de smart grid, ça c'est clair. Il faut arrêter de parler de smart grid tant qu'on n'a pas ce genre de choses au niveau de tous les bâtiments. Donc, bâtiments tertiaires, tout le monde l'a compris. Mais si les bâtiments résidentiels ne sont pas équipés d'un réseau smart fédérateur, donc ce qu'on appelle nous le 4e fluide, s'il n'y a pas une réelle indépendance des couches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de bâtiments, par exemple qui ont été faits en GTB, il n'y a pas d'indépendance des couches, bah ces installations, elles sont complètement dépassées en fait, elles ne peuvent plus évoluer. Donc on est en train de réingénierer tous ces bâtiments, ça coûte très très cher. Mutualiser les infrastructures, donc là on parlera d'optimisation des coûts, c'est parce qu'on mutualise qu'on a ce ROI à 3-5 ans dont parlait Emmanuel. Évidemment, je ne vais pas vous refaire le chapitre sur l'interopérabilité. Et puis, Emmanuel vient d'en parler, de la confiance. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux vous assurer, en discutant avec tous les acteurs au quotidien, qu'on est dans un climat de défiance. C'est-à-dire, on parle de data, on parle de GAFA, on parle de cybersécurité. Il faut rassurer le marché. Et effectivement, que ce soit un cadre de référence ou un label, on est dans cette démarche de réassurance.
À droite, vous voyez les intérêts, donc la notion de service, la notion d'exploitation. Le coût d'un bâtiment, il est avant tout dans son exploitation au fil du temps. Ce besoin d'évolutivité. Les bâtiments, ils deviennent mixtes. Vous avez bien vu chez vous. Hein, je vois Pierre-Yves, il est dans son bureau. Bon, bah voilà, le salon est devenu le bureau. Ça, c'est pas simple. C'est-à-dire que si maintenant on est 3-4 personnes dans le même logement, tous à utiliser du très haut débit, il va y avoir un réel besoin de vrais réseaux très très solides, très performants et résilients. Et puis l'attractivité, c'est-à-dire que on le voit déjà dans le tertiaire, hein, c'est très très clair. Hein, vous allez à la Défense, tous les tours qui sont en train d'être rénovés ont les gros logos classiques. Et puis on voit apparaître WiredScore, on voit apparaître R2S. Un bâtiment qui est R2S aura beaucoup plus de valeur. Le patrimoine sera beaucoup plus valorisé si il a été fait dans une démarche solide. Et donc, au final, on valorise. Et là, on parle de l'ensemble de la démarche R2S. Je vais zoomer un tout petit peu sur R2S résidentiel parce que notre démarche dans cette commission, c'est effectivement d'adapter ce qui a été fait depuis 3 ans ou 4 ans au niveau des bâtiments d'activité. Et puis, parce qu'on parlait de quartier, on a aussi puisque vous savez que maintenant la SBA est organisée autour de 3 piliers, on a aussi une vice-présidente Smart City qui réfléchit déjà à adapter R2S à l'aménagement. Donc, HQE aménagement, cette démarche au niveau du quartier est en cours de développement déjà au niveau de la SBA. Alors, je ne vais pas trop parler de ça parce que là, il faudrait des heures, mais l'idée du R2S, c'est de décliner le label sur des services. Donc, vous voyez les pétales là autour sur des gens qui veulent aller très loin. Je ne sais pas si c'est une banque ou un centre de recherche. Bon, la sûreté, la sécurité sera beaucoup, beaucoup plus pointue que dans un bâtiment normal. Si c'est un EHPAD, on voit bien qu'il y a des choses sur la santé, sur le bien-être, sur l'aide à la personne, etc. Donc voilà, on est aussi, je termine là-dessus, sur la mobilité. Il y a une très grosse initiative avec Michelin, Renault, Bouygues, le groupe Bouygues, sur le rapprochement, parce qu'on parle d'un quartier, l'énergie, c'est les bâtiments, mais c'est aussi tout ce qui est lié à la mobilité dans ce quartier. Et là, il y a des grosses discussions sur ces sujets-là. Un tout petit mot, je le montre, il peut faire un peu peur ce slide, c'est juste pour dire qu'on ne parlera pas d'API dans R2S résidentiel. Il y a une commission à la SBA qui s'appelle R2S Connect qui va vraiment définir ce qu'on attend précisément des solutions, des logiciels et du hardware dans le monde du smart. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous dire ce qu'il y a dans R2S et ce qu'il n'y a pas dans R2S résidentiel. On pourra en parler si vous avez des questions, mais clairement, je vous reporterai à cette commission ad hoc R2S Connect. Donc, le travail, ça a été, de simplifier. Le R2S tertiaire était quelque chose destiné à des DSI, à des grands bureaux d'études très, très pointus dans le monde déjà de l'informatique. Ce n'est pas le cas dans le résidentiel. Donc, on l'a simplifié, on a divisé presque par 2 le nombre d'exigences, avec des formulations compréhensibles par un bureau d'études classique. On l'a adapté, donc vous allez voir juste après, on parle plus de services que d'infrastructures dans ce cadre de référence. Et puis, on sensibilise aux mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'accompagnement au changement, il faut être clair, hein. Il y a beaucoup de résistance au changement. Donc, on met en place des mesures pour accompagner cette évolution. Philippe, si tu veux parler des services, je pense que je vais te laisser la main là-dessus, si tu veux. Alors, transparent d'après. Tu le vois ? Encore celui d'après, ça va être bien, voilà. Donc, vous avez compris que la différence qu'il y a entre le R2S tertiaire et le R2S résidentiel, c'est qu'on l'a abordé sur des services apportés aux occupants, parce que c'est effectivement bien la problématique que l'on a dans les bâtiments de type résidentiel, et fait qu'on apporte un cadre de confiance et des critères, je dirais, objectifs, mesurables, pour que justement les différents occupants adhèrent à ce label. Ce qui est réjouissant, c'est de voir que ces services seront très rapidement exportés dans le cadre d'autres types de bâtiments que résidentiels, parce qu'effectivement, c'est le bon sens de l'histoire. Alors,
sur ces services, il a été tenu compte des règles de l'art actuelles et des projections dans un avenir proche pour apporter du service aux occupants. Mais néanmoins, pour que ces services puissent fonctionner, ces quarantaines de services et ces 7 familles de services qui sont énumérées ici, que je ne vais pas reprendre parce que ça commence à être un peu connu, elles ne peuvent fonctionner que si effectivement l'infrastructure numérique, le réseau smart immeuble et ou le réseau smart logement répondent à un cadre de mise en œuvre défini, structuré, j'aurais tendance harmonisé, en tout cas évolutif, interopérable, en tenant compte des règles de l'art actuelles. Alors, nous avons essayé avec les équipes de traduire un petit peu ce qui était vraiment réservé à des élites de l'informatique pour les traduire dans un langage simple et à la portée de tous les acteurs du monde du bâtiment type logement, parce qu'on n'a pas spécialement les mêmes connaissances aujourd'hui dans les équipes de construction ou d'ingénierie. Alors pour ce faire, et là vous avez un exemple, pour chacun des services, les objectifs, les cibles ont été déterminés par la SBA, c'est ce que vous avez sur le transparent avec la petite flèche mentionnée. Ça, c'est le cadre de référence qui a imposé des choses. Et pour chacun de ces exigences, on a traduit le fait que cette exigence pouvait, les moyens qui étaient à mettre en œuvre, lorsque les moyens peuvent être définis, parce qu'il y a peut-être un cadre réglementaire qui donne déjà une piste sur des obligations, donc on les rappelle, mais également on rappelle si ce service va plutôt être attaché, comme on le voit ici, à l'occupant, avec le petit symbole de la maison, ou dans d'autres cas, s'il s'applique à la collectivité, avec un logo qui est service collectivité. On a essayé de le rendre plus visuel, plus dynamique, plus ciblé, en donnant, on peut aller sur le transparent d'après, la façon de satisfaire le service, en tout cas les éléments qui seront examinés dans le cadre du label pour pouvoir attribuer et valider le service apporté dans la résidence. Donc on a essayé d'être à la fois visuel et pratique sur la façon de fonctionner. Et là, ce que vous avez, c'est un extrait du référentiel qui sera dématérialisé et en ligne, où on a des tris qui seront faits en fonction des critères que l'on fera. On aura la possibilité d'aller directement sur l'objectif et le moyen à mettre en œuvre et qui sera évalué sur chacune des exigences, de manière à ce que ce soit très simple. On va trier la partie collectivité, enfin la partie commune, et on va trier la partie logement pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, parmi les 7 familles, on a la première famille qui est énergie et fluide, dont un point est nécessairement attaché dans toutes les résidences puisqu'il fait partie des prérequis. C'est le point 1.1 qui est la mesure et mise en œuvre du comptage des consommations et des affichages qui peuvent exister sur le sujet. Mais ensuite, il y a les parties optionnelles sur les 7 autres exigences que chaque gestionnaire de patrimoine ou promoteur ou investisseur aura la liberté de choisir pour les activer. Rappelant que dans le principe, pour pouvoir activer un service et le valoriser, il faut au moins que 30% des services proposés par famille soient activables dans la résidence donnée. Les autres familles de services. François-Xavier, tu veux parler du confort et du bien-être? Oh, très rapidement. Oui. En fait, je pense que ça se comprend d'emblée. Le confort, donc là, on est sur des choses liées à la thermique, au pilotage, à la mesure, notamment au niveau de qualité d'air. On a beaucoup de demandes là-dessus. La sécurité, Philippe, si tu veux, on peut passer, si tu veux. Oui, sur la sécurité, c'est les grands basiques. Quels sont les équipements qu'on a à l'intérieur du logement qui peuvent nécessiter des reports d'informations utiles pour faire de la prévention des risques, tout simplement. Ça va de la détection incendie à la détection de gaz, les fuites d'eau ou autres systèmes plutôt liés à l'anti-intrusion. Un point particulier également qui a été rajouté en cours de travaux, qui est la demande de certains bailleurs sociaux, qui est de pouvoir contrôler ou maîtriser ou diminuer également les vols des extincteurs qui sont obligatoires dans certaines parties d'immeubles tels que les parkings, avec une probable
augmentation des exigences réglementaires qui tendront à imposer également des extincteurs dans les parties communes, avec tout ce que cela peut comporter en matière de vol. Donc après, on va plus loin sur ce qu'on appelle, nous, les usages du numérique. Donc là, typiquement, je vous parlais tout à l'heure du télétravail, hein, tout ce qui est lié à la télésanté, tout ce qui est lié tous les mots qui commencent par télé vont nécessiter des très très bons réseaux voix, données, images. Donc là, on valorise les maîtres d'ouvrage qui vont aller loin sur ces sujets-là parce qu'il y a un vrai besoin. Sur la e-santé, je pense qu'on vous l'a dit la dernière fois, on a sorti e-santé maintien à domicile parce que, et ça a été confirmé par la crise, c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas noyer dans un autre. En fait, c'est un vrai sujet à part entière. Des services partagés au niveau de la résidence. Donc ça aussi c'est très à la mode, hein. C'est bon, la recharge de voitures électriques, mais au-delà de ça, pratiquement sur tous les cahiers des charges qu'on voit sortir, on voit des boîtes aux lettres connectées, on voit des ressources, donc des pièces partagées, des places de parking partagées, etc. Et puis, et là c'est le basique, c'est ce qu'on fait depuis beaucoup, et ça Nicolas le fait depuis très longtemps dans tous ces bâtiments, c'est les services généraux. On le remet là parce que, évidemment, quand on parle de mutualisation, qu'on va également utiliser cette colonne R2S pour ramener une partie de ces services généraux, tout ou partie, et on en reparlera tout à l'heure avec Nicolas, sur cette colonne unique, parce qu'on veut quelque chose de cohérent au niveau des data notamment. À noter au passage les logos sur la partie gauche et transparents, qui sont les logos officiels qui seront affichés quand les services seront activés sur différentes résidences. Alors, Philippe, si tu veux, ça je pense qu'on a déjà évoqué, donc peut-être que tu peux passer rapidement, mais je te laisse la main. Alors sur le socle technique, on a effectivement quatre grands thèmes, hein. La connectivité au réseau, le cadre de confiance numérique, les équipements et interfaces, le management smart et responsable. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, on peut l'affirmer, c'est que il y a bel et bien des prérequis, des conditions inévitables pour construire ce réseau smart. Et dans chacun de ces quatre thèmes, de ces quatre pavés, il y a des prérequis qui sont nécessaires. Et là, ces prérequis vont devenir très rapidement publics avec aussi bien l'objectif que le moyen à mettre en œuvre pour pouvoir le satisfaire. Ça va donner un véritable élan au label. Alors, je ne reviens pas dans le détail, sauf s'il y a des questions sur le sujet, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que le réseau Smart est un réseau qui est fédérateur, avec des exigences techniques. Je ne parle pas de contraintes, parce que je parlerai de contraintes si le bon sens n'avait pas été retenu dans les études. Là, on est vraiment sur des organisations d'un réseau smart avec des composants intelligents, hein, j'utilise des termes simples, fédérateurs, de manière à diminuer les coûts d'investissement, mais également penser aux nécessaires rénovations des différents systèmes propriétaires, entre guillemets, hein, qui existent aujourd'hui et qui vont être rénovés dans le temps parce que les technologies utilisées sont en bout de course et ça va nécessiter des investissements. Et le but du jeu est bel et bien d'aller sur ce réseau fédérateur, parce qu'on sait que les coûts de création d'un réseau fédérateur sont nettement plus économiques que la multiplication des réseaux à l'intérieur d'un building. Ça nécessite d'autres questions, mais en tout cas, en matière de coûts d'investissement, c'est indispensable. Donc pour traduire tout ça, avec les retours d'expérience que nous avons eus, ou les différentes auditions qu'on a fait sur des projets dits pilotes, on a réussi à déterminer de manière précise aujourd'hui où est la limite du réseau Smart, mais également quelle est la limite avec les us et coutumes qu'on a aujourd'hui sur la partie occupant qui existe et distribuée via les réseaux d'opérateurs classiques de télécom. Je ne sais pas si on détaille beaucoup plus ce point-là. Le schéma se montre assez auto-convaincant sur le fait qu'il y a deux infrastructures différentes et qui n'ont rien de commun en tant que telles. On laisse bien tout ce qui concerne l'occupant et sa vie privée en tant que telle sur ses besoins de télécommunication, et on a bien tout ce qui est intimement lié à la vie du bâtiment avec une nécessaire interaction avec la partie des occupants. Donc Philippe, on peut juste montrer le principe sur un des piliers, si tu veux, sur connectivité réseau. Ce que vous avez sur le transparent, parce que je pense qu'il circulera d'un point de vue lecture, vous avez en caractère gras sur les pavés de droite, exigences et prérequis, en gras les prérequis. Donc ce sont les éléments qui seront incontournables, absolus, à respecter pour pouvoir
commencer à parler d'un réseau R2S dans un building. Alors, pour chacune de ces exigences, même principe que ce que vous avez vu sur le transparent des services, quelque chose avec un code de couleur, avec des icônes qui rappellent l'objectif, qui rappellent peut-être pour mémoire des exigences qui sont réglementaires, mais juste derrière, le moyen mis en œuvre, voilà, le moyen à mettre en œuvre pour satisfaire l'exigence. On a essayé de le mettre dans des vocabulaires les plus simples possibles et on compte sur votre regard critique, pragmatique, pour nous dire encore que certains points pourraient encore être améliorés. Ces points-là seront les bienvenus. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui est bien mature et qui va commencer à tourner. Donc je ne reviens pas sur tous ces détails-là, sauf s'il y a des besoins, et on reviendra sur les questions si nécessaire. Mais les pilotes qu'on va aborder maintenant vont certainement répondre à tout un tas d'interrogations. Alors effectivement, pour être concret, on a une douzaine de projets. Alors ça, on le mettra à jour à la fin de la réunion, puisque sur la partie d'Adélaïde et la partie de Nicolas, il faut qu'on confirme. Mais voilà ce qu'on a fait depuis septembre de l'année dernière. Ça a été de travailler d'abord sur des bâtiments qui étaient déjà livrés, parce que vous savez comme moi qu'un projet, ça dure plusieurs années, donc on ne pouvait pas faire des pilotes uniquement sur du stade conception. Et on a étudié ce qui avait été fait sur deux bâtiments qui étaient très proches, puisqu'ils ont été faits avec une logique R2S, mais typiquement, vous verrez tout à l'heure qu'il y en a un qui passe clairement le cut, l'autre qui, a priori, ne serait pas R2S s'il avait été demandé. Et puis, alors, je ne vais pas tous vous les citer, celui d'EDF à la 5e ligne est typiquement un lotissement. Donc, on parlait tout à l'heure d'horizontalité. Là, on est sur un projet d'horizontalité et de rénovation. Le projet Sergic, alors Emmanuel l'a évoqué tout à l'heure, et je pense qu'on le reprendra avec Adélaïde, parce que c'est exactement, je pense, le même contexte. Globalement, il n'y a pas de raison que tous les syndics n'aient pas les mêmes préoccupations, mais on a travaillé, je pense qu'Emmanuel l'a fait directement depuis plusieurs mois avec Sergic, sur essayons de comprendre vraiment les besoins fondamentaux du syndic, et puis essayons de comprendre surtout les besoins fondamentaux d'une copropriété. Donc sur ce projet à Roubaix, qui est un projet dans une zone difficile, avec des budgets très très serrés, donc on est dans la vraie vie, on est parti des épines, c'est-à-dire qu'il y avait quelques épines dans le pied de la copropriété, notamment en termes d'efficacité énergétique, de coût de l'énergie, et ça, comme ça tombait à la renégociation, donc ils sont en cours de renégociation des contrats de chaufferie, de maintenance, etc. On a travaillé avec Engie, on a travaillé avec plusieurs partenaires qui connaissent bien l'opération pour étudier sur plusieurs années, sur un nouveau contrat, ce que ça voulait dire de passer en R2S, les économies engendrées par R2S, les économies aussi engendrées évidemment par les performances des nouvelles chaudières. Donc on a cumulé tout ça pour montrer qu'on pouvait aller en réunion, et donc il y a une réunion le 16 juillet avec le syndic de copropriété, avec toute une histoire à dérouler qui est: on est en train de renégocier, voilà ce qu'on vous propose au niveau d'énergie, voilà ce qu'on vous propose en même temps, profitons des travaux pour aussi faire ça, et surtout, voici les bénéfices que vous aurez directement. Donc on rajoute des sujets sur la deuxième épine que la copropriété avait, sur la sécurité des bâtiments. Donc on rajoute du vidéophone connecté, on rajoute un certain nombre de services au niveau des logements, et puis, à coût marginal, toutes les fonctions supplémentaires que vous avez vues dans la colonne service tout à l'heure, que certains locataires pouvaient activer sans gros travaux. Donc sur du maintien à domicile, sur de la sécurité renforcée, sur du confort renforcé, etc. etc. Donc ça, peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure avec Adélaïde. Sur la partie d'Angéloire Habitat, donc là, c'est pareil, on va être très attentif à ce que va nous dire Nicolas. Il a déjà discuté, donc j'ai déjà quelques retours de la part de Philippe, mais c'est très très important, et c'est pas juste de la façade. Je peux vous assurer que les projets pilotes, ce sont des vrais projets pilotes sur lesquels on va aller très très en détail sur tous les détails.
Ce que je vous conseille à Nicolas et Philippe, quand vous vous reverrez, c'est de travailler sur ce genre de synoptique. Alors, c'est peut-être déjà fait, hein, mais je pense que pour embarquer tout le monde, parce que cette résistance au changement, elle est profonde, hein. Pour embarquer tout le monde, il faut être, comme le disait Philippe, très synthétique, très pédagogue, très clair dans nos exigences, et puis rien de mieux qu'un schéma, en fait. Et si on n'est pas capable, sur une feuille A4, de décrire la future installation, c'est que c'est trop compliqué. Et là, bon, ça l'est peut-être encore un peu, mais c'est typiquement un projet qui est très très bon au niveau des familles, hein. C'est le meilleur projet pilote qu'on ait vu pour l'instant en termes de services. Donc, en gros, vous avez 5 familles sur 7 qui sont activées, donc plus de 30% des services. Vous avez un vrai réseau smart, donc là, très très R2S. Mais vous voyez qu'il y a un mélange des genres sur la partie gauche, hein. Vous voyez du bleu et du orange. C'est pas bon signe en général. Quand vous voyez du orange dans le bleu, c'est qu'il y a eu un mélange des genres. Et typiquement, sur cette opération, si un locataire n'a pas d'accès à Internet, il ne peut pas activer tous les services smart. Ça, c'est rédhibitoire, c'est pas R2S. Donc ce projet-là ne serait pas labellisable R2S. Au contraire de celui-là, alors celui-là, il a moins de services. On est dans le logement social. Il y a moins de services, mais ça a été fait dans les règles de l'art. Et on l'a audité, Philippe est allé, moi aussi d'ailleurs, hein, on est tous les deux allés sur place regarder les détails. Donc on y reviendra si vous avez des questions sur une vraie opération, parce que c'est la seule opération, pour être clair, hein. Il est où alors celui-là? Il est à Viroflay, en région parisienne. Donc c'est du logement social, hein. C'est effectivement plutôt haut de gamme pour du logement social, mais même en étant parti un petit peu à retardement, parce que le bailleur n'avait pas activé ce genre de réseau au départ, ça a été fait en cours de route, mais ça a été plutôt bien fait. Donc on sent quand on visite le bâtiment que ça a été fait dans l'urgence. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Donc on perçoit un petit peu de bricolage parce que ça a été fait dans le désordre. Mais ce projet-là, avec ce type de solution pris en amont, ça serait parfaitement R2S à tous les niveaux. Il y a Philippe Durand qui veut dire un mot. Philippe? Est-ce que vous pouvez débrancher votre micro, Philippe? Plutôt voilà. Rebranché. Oui, ce qui est intéressant sur ce projet, nous avons regardé la partie building qui était adressée pour un bailleur social, sachant que par effet miroir, on avait une résidence qui était juste en face avec les mêmes solutions pour un habitat privé. Hein, ça, c'est quand même relativement important de signaler que, quel que soit le type d'occupant, hein, on avait les mêmes services qui étaient apportés. Donc, ce qui prouve que, quel que soit l'environnement, les deux solutions sont possibles économiquement. Ça, c'est un point essentiel. Le point faible que l'on avait pu voir sur ce projet, mais c'était totalement normal dans cette configuration-là, c'est que la partie Smart a été développée que sur les logements et pas dans les parties communes. Et ça, c'est aussi un élément que nous devons aussi intégrer dans notre raisonnement des services apportés aux résidences. Voilà. Pour préciser ce que disait Philippe, sur le premier exemple que je vous ai montré, c'était aussi du mixte. Il y avait du promoteur privé et c'était RATP Habitat qui avait fait une partie des logements. Effectivement, on voit cette tendance-là, c'est assez fort, hein. Toutes les cages d'escalier étaient smart. Donc c'est le bon moment et on sent bien qu'il y a une volonté d'uniformiser, en fait. Dire le logement connecté pour les CSP++, on sait faire depuis 15 ans, c'est pas le sujet, en fait, hein. Là, on veut vraiment du logement connecté pour tous. Une autre illustration du logement connecté pour tous, là, on est sur une opération en cours de conception, donc ça, c'est pas du tout livré encore, hein. Mais ce qui est intéressant, vous le voyez peut-être au milieu, c'est que la colonne bleue, la colonne Smart, est faite sur du câble coaxial, en fait. Donc on peut faire de la fibre optique, on peut faire les choses parfaitement parce que on est sur une page blanche, mais le gros du patrimoine, c'est quand même du patrimoine qui est existant, qui est déjà câblé, et là on démontre que sur du câble coaxial en DOCSIS, on peut tout à fait déployer une colonne Smart. On a des exemples là, en conception avec des réseaux Smart en Wi-Fi. Il n'y a pas de raison, en fait, hein. Nous, on n'est pas là pour dire, voilà, ce qu'il faut faire dans les règles de l'art, c'est forcément de la fibre et du très très haut débit, etc. Non, nous, ce qu'on veut, c'est être pragmatique et voir si les services sont activés, si les utilisateurs dans les logements et les exploitants sont satisfaits de l'installation. Et l'IP est un incontournable, mais le support de l'IP, là, est à discrétion des équipes.
Alors, pour terminer, c'est mon dernier slide, hein, je te rassure, Pierre-Yves. Un tout petit zoom sur l'accompagnement, parce que c'est là que le bas blesse aujourd'hui. François-Xavier, Oui, 2 vas-y. secondes. C'est vrai que ce schéma-là, c'est quand même important parce qu'il est très, très structurant, en fait. Ouais, je pense que nous, il nous permet tout de suite, en 10 minutes, d'embarquer tout le monde avec nous, en fait. Sinon, il y a des quiproquos et les gens ne comprennent pas très bien le distinguo entre réseau smart du logement qui ne concerne que le locataire. Et nous, ce qu'on démontre ici, dans ce projet-là en particulier, c'est que si le locataire n'a pas d'accès à Internet, ce qui est le cas dans beaucoup de résidences, hein, il y a encore des gens qui n'ont pas besoin d'Internet, et il y en aura de plus en plus. Je peux vous assurer qu'avec la 5G, il y a des gens qui diront pourquoi je prendrais une box pour avoir des débits moins élevés. Donc, nous, on veut que ce soit tout le monde qui utilise ces réseaux smart. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'accès à Internet, qui n'a pas de tablette, qui n'a pas de smartphone, est éligible à ces services smart. Exactement. Puis, au-delà de ça, à partir du moment où tu as ce réseau smart du bâtiment, en fait, tu as un outil à la disposition à la fois du bailleur social ou du syndic de copropriété pour justement apporter des services au bâtiment et aux usagers. Et ça, c'est clé parce que sinon, si tu comptes sur la box Internet du résident et sur l'application qu'il a, ça ne pourra jamais marcher. Tu ne pourras pas avoir une approche globale, une approche fédératrice. Ouais. Et alors qu'à partir du moment où c'est un réseau smart fédérateur du bâtiment avec une passerelle à chaque niveau et qui vient innerver les logements, tu peux effectivement avoir cette approche globale. Voilà. Rien n'empêche, par contre, à chaque usager d'avoir sa propre box Internet avec également d'autres applications domotiques qui tournent sur cette box, mais elles sont indépendantes de ce réseau fédérateur. Et ça, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est très structurant. Et ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il y a un acteur qui est un tiers de confiance, qui peut être justement le syndic de copropriété ou le bailleur social, et qui s'appuie sur un opérateur de confiance, de service, pour garantir le bon fonctionnement de cette infrastructure et des services. Et si vous voulez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ce schéma-là est fondamental et très structurant. Et en fait, quelque part, il est pensé aujourd'hui, en 2020. Il n'aurait pas pu être pensé en 2010 ou en 2005, notamment quand on a pensé le Linky. C'est ça qui est important. Voilà. Parce qu'on était dans des approches cloud. Alors qu'ici, on n'est plus du tout dans des approches cloud, on est dans des approches où les données restent à l'échelle du bâtiment, où elles convergent toutes à l'échelle du bâtiment, et les opérateurs de confiance, les opérateurs de service vont aller piocher dans on appelle ça le building operating system, mais c'est pas ça, c'est dans le serveur, dans la gateway du bâtiment, hein, si on veut dire, pour aller chercher les données et dispenser des services. C'est vrai que c'est juste fondamental. Et dans ces 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les composants électroniques ont permis justement d'avoir ce qu'on appelle du edge computing, c'est-à-dire du calcul et du stockage de données locales, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Et c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on répond à deux problématiques. C'est premièrement, mes données, elles sont où? Elles restent dans le bâtiment, donc je suis confiant. Et deuxièmement, à une problématique de sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus sûr si les données sont stockées à l'échelle du bâtiment, sont suivant les préceptes de R2S, plutôt que X données soient dans X cloud de X opérateurs de services. Voilà, c'était ma petite phrase, mais je pense que c'est… Il y a Philippe Durand qui veut dire un mot, mais je te remercie Emmanuel, parce que en fait, je vais te dire, c'est quand même pas la première fois qu'on fait cette présentation, c'est la première fois que moi je comprends l'importance de cette armature centrale. Et l'argument rejoint des questions qu'on a entendues, par exemple, sur Stop Covid. Et une des raisons pour lesquelles, pour le moment, Stop Covid ne fonctionne pas, c'est parce qu'on envoie toutes les données sur un serveur central, alors qu'il y a plein de solutions aujourd'hui où les données, elles restent sur le téléphone. Et donc, en fait, c'est une évolution actuelle de garder les données là où elles sont. Donc, Philippe, c'est clair. Ajouter un mot. Oui, je vais rajouter un mot pour faire part un petit peu de notre lecture de la chose. Il est évident que tout ce que Emmanuel a dit, c'est qu'on a bien une infrastructure qui est immobilière. Donc, quand elle est immobilière, ça veut dire qu'elle est mise à disposition, elle est à demeure dans le building.
Mais surtout, ce qui est fondamental, et je pense que nos pouvoirs publics n'ont peut-être pas encore totalement compris, mais ça va venir, c'est que si on veut faire de la vraie rénovation énergétique, si on veut réserver un accueil dans des services mis à disposition de l'ensemble des occupants, il faut que les solutions aujourd'hui ne soient pas dépendantes de la volonté ou de la capacité financière d'un occupant à pouvoir avoir une box chez lui et à exposer ses données à un utilisateur. Donc si on n'a pas ce réseau fédérateur, ça veut dire que tout le plan de rénovation énergétique qui passe par des programmes dédiés sur la box de l'occupant vont aller vers un échec de la rénovation énergétique. Donc je pense que ça, c'est un élément essentiel et je crois que nos pouvoirs publics n'ont pas encore totalement bien assimilé. Ah, complètement. Alors, on va je pense qu'Emmanuel, on se recoupe sur le sujet. Hein. Ouais, c'est clair. Et très concrètement, on va demander à nos deux interlocuteurs dans quelques minutes le surcoût, parce qu'il y a un moment, je pense que la facilité de se raccrocher au système Internet, par exemple, mais à d'autres dispositifs assez simples, c'est aussi une question de coût. Donc, ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'après, puisque je crois que les deux exemples que l'on a n'ont pas cette armature centrale installée, qu'on voit quelles seraient les conditions pour eux, donc très concrètement, des bâtiments qui ont leur propre logique sur le territoire, en Pays de la Loire, à Nantes et à Angers. Qu'est-ce qui ferait qu'ils iraient jusqu'au bout de la démarche? Je crois que François-Xavier, tu avais envie de terminer le propos. Il nous reste quelques minutes et après, on va faire le retour d'expérience. Oui, je pense que c'est essentiel. Donc, c'est le dernier slide. Hein. Donc, l'accompagnement, c'est pas magique en fait. C'est-à-dire que même si on fait des cadres de référence, même si on mâche un peu le travail des bureaux d'études, hein, il faut le dire, hein, puisque là, plutôt que de réinventer et puis d'essayer d'aller chercher des fabricants, de recréer des bâtiments smart souvent de zéro. Et je dis pas de bricoler, mais pas loin, et c'est pas péjoratif parce que je suis, moi, dans ce bricolage personnellement depuis des années et des années. Donc, on a besoin d'industrialiser, on a besoin de professionnaliser tout ça. Et ça passe par des AMO. Je pense que tous les maîtres d'ouvrage connaissent ces métiers-là dans tous les domaines. On parlait d'HQE tout à l'heure. Bon, ben voilà, il y a des AMO HQE. Et puis, petit à petit, on peut s'en détacher parce qu'un maître d'ouvrage qui maîtrise des sujets, petit à petit, il a en interne cette compétence. Mais au départ, il faut s'entourer d'AMO. Évidemment, d'intégrateurs Smart Home et intégrateurs Smart Building, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on n'a pas l'habitude de rajouter des lots. Là, en l'occurrence, hein, avec ce fameux réseau bleu, on crée un nouveau lot. Alors, est-ce que c'est écrit comme ça dans les CCTP? Pas forcément. Mais dans la tête des maîtres d'ouvrage, il faut considérer qu'il y a un nouveau lot. Donc, il y a un acteur qui doit porter ce lot. Alors, moi, je n'ai pas de problème si c'est l'électricien qui porte ce lot, s'il est compétent. Mais ça peut aussi être un intégrateur dédié à ce lot qui va assurer, là aussi, de la compétence et de la confiance pour tous les acteurs. Et puis, alors là, on a déjà parlé en long, en large et en travers, mais un opérateur de service smart est essentiel. On parlait tout à l'heure de cybersécurité. On est dans l'informatique, on est dans des mises à jour, on est dans des procédures, on est dans de la cybersécurité. Donc, il faut aussi qu'un des opérateurs, donc ça peut être déjà un opérateur qui est dans le bâtiment. On parlait d'Engie tout à l'heure. Bon, bah, Engie a déjà des contrats de maintenance sur des bâtiments. Ça peut être Engie, ça peut être d'autres acteurs, ça peut être des nouveaux acteurs, on verra. Mais il y a besoin de ce qu'appelait Emmanuel le tiers de confiance, quelqu'un qui va assurer de la confiance et garantir le bon fonctionnement de ce bâtiment. Donc voilà, moi, alors peut-être qu'il y a un mot sur Philippe, mais je ne sais pas si tu veux me parler de ça, hein, sur les prérequis, là, sur les points. Oui, on peut en parler rapidement. Ce que je dirais également par rapport à l'opérateur de service, la grande innovation qu'on a aussi, c'est que les données, ça a été rappelé à plusieurs reprises, mais j'insiste un petit peu, c'est que les données restent attachées à l'immeuble. Elles ne sont pas la propriété de l'opérateur. Et ça, c'est fondamental si on va faire des historiques sur un bâtiment et justifier auprès peut-être des occupants les économies d'énergie qui existent depuis des années. Hein, c'est aussi un outil de ce point de vue-là fort utile et qui permet de faire des comparaisons et d'anticiper peut-être sur des vieillissements de tenues, des isolants ou autres équipements de la construction mis à demeure fait par les lots d'infrastructures de grosses œuvres. Alors, sur la cotation, effectivement, sur le label, on peut en parler. Donc, la partie infrastructure numérique, les 4 pavés standards de technique,
font tous l'objet d'un ensemble de critères et avec le label qui sera porté sur cette infrastructure avec 4 niveaux. Le niveau de base, c'est-à-dire que l'ensemble des prérequis sont satisfaits et un score est atteint avec 32 points, et puis des niveaux à étoiles. Alors, pour chacune des exigences, on va savoir le nombre de points qui est attribué ou les efforts encore à parvenir. Si, en fonction de la nature de cet investissement, on ne peut pas aller aux 3 étoiles tout de suite, mais on pourra le faire avec une granulométrie adaptée dans le temps en fonction des investissements. Ça peut être relativement intéressant pour les investissements sur un long avenir, pour montrer aussi que la résidence, elle évolue dans le temps et qu'elle continue de progresser. Donc, le fait d'avoir un label à étoiles est intéressant. Pour les services, on a un principe qui est un petit peu différent. C'est que pour allumer une des familles de services, il faut au moins que 30% des services de cette famille soient activés, auquel cas le building pourra prétendre à être labellisé sur la famille énergie et fluide ou sur la famille qualité d'usage. C'est au bon vouloir et c'est en fonction du besoin exprimé dans le choix des services. Et une fois encore, c'est totalement évolutif. On envisage même pour ce label, et ça c'est quelque chose qui manque dans la majorité des labels liés aux ouvrages aujourd'hui, c'est de pouvoir confirmer quand le bâtiment est mis en exploitation qu'effectivement les exigences atteintes pour délivrer le label sont maintenues dans le temps. Ce que l'on n'a pas aujourd'hui sur la totalité des labels attachés à des ouvrages. C'est une photo à un instant T, sans mesure de la continuité du fait que l'exigence est toujours satisfaite. Ce qui est en grande partie pour ça aussi que beaucoup de maîtres d'ouvrage ne souhaitent pas aller vers une labellisation parce qu'ils savent que c'est une photo à un instant T, mais qui ne va pas leur permettre de vivre correctement. C'est un petit peu ce qu'on va tenter d'éviter sur ce label. Moi, j'en ai terminé, Pierre-Yves. Merci beaucoup. Alors, je vois, on voit à l'écran Adélaïde et puis il y a Nicolas qui est en train d'arriver aussi. Voilà, on vous voit tous les deux. Je ne sais pas lequel des deux a envie de réagir en premier. On a beaucoup parlé des bailleurs sociaux comme étant les premiers à avoir expérimenté. Alors peut-être qu'on va donner la parole en premier aux bailleurs sociaux et Adélaïde, vous prendrez la suite. Mais on peut faire aussi un dialogue à deux et prendre les sujets les uns après les autres. Mais peut-être en premier ce sujet de l'armature centrale, celui qui a été quand même un peu le cœur, et je sais qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. À Angers Loire Habitat, je crois que il est possible que vous évoluez sur vos propres décisions anciennes là-dessus. Oui, effectivement, je pense que je rejoins complètement l'ensemble bien sûr, des éléments qui ont pu être édictés ce matin. Pour nous, il y a réellement en fait une fracture qui va se prononcer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un vrai positionnement à avoir sur le stockage de cette donnée du bâtiment, de savoir effectivement est-ce qu'elle reste interne au bâtiment. Et là aussi, ça soulève quelques questions, je reviendrai dessus. Ou bien plutôt ce qu'on pratique actuellement, qui est plutôt de l'externalisation de la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait pris un chemin qui était plutôt assez simple, qui était de dire chaque prestataire, chaque objet connecté du bâtiment, c'est l'affaire du prestataire. Il va s'assurer de la transformation de cette donnée-là, de véhiculer cette donnée et puis pouvoir nous la retransmettre via une plateforme lambda, etc. Ça, c'est la vraie vie. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, la sécurité des services plus, par exemple, je sais pas, les volets. Tout ça est séparé, évidemment, la gestion de l'énergie. Tout à fait. Aujourd'hui, tu as la gestion des compteurs d'énergie. On va passer par un prestataire qui va passer par de la radio relève, etc., qui va collecter ces informations, qui va nous les restituer par un autre chemin. On a tous les objets connectés de prise de température qu'on va véhiculer l'information par d'autres réseaux. On a les chaufferies, on a nos ascenseurs. Et pour la petite expérience qu'on a pu notamment avoir avec les ascensoristes, dès lors qu'on avait parlé à une époque de mutualiser un certain nombre de points de données et notamment de faire véhiculer par la même box, que ce soit de l'interphonie, du fonctionnement ascenseur et des chaufferies, on avait eu aussi de la part de ces métiers-là des levées de boucliers en disant oui, mais attention, comment vous allez nous garantir la donnée et nous renvoyer du coup la responsabilité. Et c'est ça, moi, qui est un point sur lequel il va falloir qu'on avance et qu'on travaille. C'est dès lors qu'on va tout centraliser à l'échelle du bâtiment, on voit qu'on fait porter du coup l'administration de ce réseau
et du coup, les responsabilités qui lui incombent, qui sont portées auprès de la maîtrise d'ouvrage, alors que ce soit le syndic de copropriété ou le bailleur social, pour lequel c'est un nouveau métier. Ce n'est pas un métier qu'on a l'habitude de porter. Donc là-dessus, effectivement, ça passera forcément dans un premier temps par un opérateur de service qui aura mission d'administrer ce réseau et de le mettre à jour et de le faire vivre. Et la question se pose, c'est à quel coût on va pouvoir faire vivre ce réseau. Donc il y a l'histoire de coût et l'histoire de qui sera en capacité aujourd'hui de mener à bien ce type d'opération. Donc là aussi, je pense qu'on aura un travail commun à faire de benchmarker un peu les entreprises qui seront en capacité de nous proposer ces offres de services et de définir un coût d'exploitation. Adélaïde, c'est votre appréhension également, le fait de transférer ça à l'exploitation du bâtiment, c'est une question de responsabilité ou c'est aussi une question de coût? Peut-être qu'il faut que vous branchiez votre micro, comme nous tous. Voilà. Alors là maintenant, je crois qu'on vous entend. Elle a disparu. Non, on ne vous entend pas là encore. Adélaïde, on ne vous entend pas. Ah bah zut. Et on ne vous voit plus. Si, moi je la vois. D'accord, très bien. Mais on ne vous entend pas, Adélaïde. Vous n'avez pas cliqué sur. Si, c'est marqué. Le micro a l'air activé, j'ai l'impression, dans ce que je vois moi. Est-ce que vous pouvez enlever la caméra? Parce que parfois, c'est la quantité de flux qui empêche le son de passer. Et sinon. Alors, essayez Et Juliette vous propose de modifier vos paramètres, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est la première fois que je vois ça. Sur Teams, ça arrive que, en fait, souvent c'est pour des questions. Ah, ça y est. Ah, on vous entend, Adélaïde. Très bien. Écoutez, je parle avec mes écouteurs. Oui, alors il y a une question de responsabilité, mais pour nous, en tant que syndic sur des bâtiments existants, il y a aussi la question du coût, puisque ce n'est pas nous qui allons supporter le coût de cet investissement-là. Ce sont des copropriétaires. Alors, je rebondis juste sur ce que Nicolas disait. C'est vrai que nous, pour mettre en place un tel projet, il faut savoir auprès de qui s'adosser. Alors là, on a répondu, vous avez répondu à certaines interrogations, mais il faut un AMO, un intégrateur, idéalement un opérateur. Mais qui sont-ils sur le territoire aujourd'hui? Nous, on ne les connaît pas vraiment. Donc, savoir auprès de qui s'adosser. C'est aussi important de pouvoir d'être en capacité de centraliser les données. Aujourd'hui, on se retrouve sur les quelques objets connectés ou les quelques services connectés qu'on peut avoir dans des résidences qui ne sont pas du tout, on n'a pas du tout cette logique de réseau fédérateur, hein. Mais justement, on a un portail pour les boîtes connectées, un portail pour les ascenseurs, un portail pour les écrans. Enfin, ce n'est pas gérable quand on a, si on veut le déployer massivement. Donc, il y a ces deux premiers points. La question du coût, pour y revenir, de tels travaux, dans les échanges qu'on avait avec Philippe il y a quelques semaines de ça, on s'est dit qu'on serait capable de les mettre en place dans le cadre d'une réno énergétique, où là, on se dit qu'on va repenser les choses dans le fond. Mais déjà, faire voter des travaux de réno énergétique, c'est pas simple, par manque de... Pour plusieurs raisons, hein. La vision de la copropriété à long terme, c'est pas forcément ce que recherche aujourd'hui une partie des copropriétaires. Surtout quand on a des investisseurs en masse dans ces appartements-là. Et donc, c'est pas eux qui y habitent, mais ce sont bien des locataires. La question du coup, et puis là on voit qu'avec
la situation économique des Français ne va pas forcément être très facile ni s'améliorer dans les prochaines années, en étant pessimiste. Donc, faire voter des budgets de réno énergétique, c'est déjà pas simple. Si on rajoute en plus tout ce qui est connectivité, service, ça rajoute de la difficulté. Ça ne nous fait pas peur, on est prêt. Est-ce qu'on a, dans les retours d'expérience que vous avez, des solutions à donner à un syndic qui nous dit, un, je ne sais pas qui paye l'investissement, et puis deux, je ne sais pas qui va payer l'exploitation, le fonctionnement du dispositif. Donc, avec un regard d'abord sur les coûts, peut-être qu'il y a des recettes, ou en tout cas des choses à valoriser, mais ça, peut-être qu'on n'arrive pas très bien encore à le visualiser. Mais comme il y a des retours d'expérience de gens qui y sont arrivés, pour moi, c'est le principal frein du passage du tertiaire au logement. Sur le tertiaire, on voit à peu près qui peut avoir intérêt à agir et donc qui peut avoir intérêt à payer. En ce qui concerne le logement, ça me paraît un peu plus compliqué. Philippe Durand, vous n'avez pas votre micro de branché et je pense que vous avez envie de donner une réponse. C'est-à-dire que sur le tertiaire, la problématique ne se pose pas parce que les coûts existent déjà. Là, ce qu'il y a vraiment de nouveau, l'infrastructure en tant que telle, en tant qu'investissement, en tertiaire, elle est là. Dans le résidentiel, il faut qu'on l'amène. Mais il y a quand même un certain nombre d'atouts à avoir un réseau. On voit dans l'occupant collectivité privée, on va avoir de plus en plus de nomadisme. On sait que quelqu'un qui va aller dans une résidence, dans une université ou autre, va aller occuper un logement quelque temps et il va falloir qu'il vienne avec tout son artillerie, son abonnement pour son smartphone, son abonnement pour sa box, son abonnement pour un certain nombre de choses. Et en fin de compte, avec le réseau R2S, on a des solutions où on peut apporter, par exemple, Internet à un débit raisonnable en complément de ce qu'on peut avoir sur les smartphones. Et là, il y a une économie relativement importante. Et là, donc, c'est bel et bien un service que la résidence va apporter. Ce qu'il faut, c'est qu'on se projette sur qu'est-ce que le résident va, quel va être le gain pour le résident, et est-ce que ces occupants, c'est pas eux en fin de compte qui vont faire la loi du marché sur ces besoins-là. Ils iront là où le service existe, ils n'iront pas à côté. Ça ne résout pas le problème de qui paye à la question de base, mais en tout cas, on va avoir une véritable évolution des mœurs qui va obliger les propriétaires à penser à une solution. Je vous rejoins sur l'évolution des mœurs et des attentes. Je pense qu'il faut encore réussir à dépasser les croyances que tout ce qui est logement connecté, des résidences connectées, que les services associés ne sont pas que des gadgets. C'est très clairement perçu comme ça. Et donc, forcément, s'il y a des coûts individuels, il faut encore... C'est partout pareil, de la pédagogie pour convaincre des bénéfices utilisateurs, usagers. La difficulté, je me répète, mais la difficulté, c'est que le résident n'est pas celui qui paye en copropriété, nécessairement. Voilà. Réussir à convaincre l'investisseur qui ne bénéficiera pas du service en direct est quelque chose de très compliqué. Celui qui paie n'est pas celui qui va jouir du besoin, et ça, c'est très dur. Alors, on y arrive quand même dans des travaux de réno énergétique. Donc, je pense qu'il faut aussi que vous soyez en capacité, mais ça, on l'avait déjà partagé, d'accompagner les syndics sur l'argumentaire, tout simplement. Les syndics sont déjà pas forcément enclins à aller sur ce genre de sujet. Il faut que le syndic soit capable de l'expliquer. Et voilà, ça peut prendre du temps. François-Xavier, tu veux dire un mot? Et après, Adélaïde va reprendre la parole. Ouais, pour répondre à Adélaïde sur certains points, donc déjà, la rassurer sur cet argumentaire. On est en train de le faire puisque on a une deadline. Au 16 juillet, notre partenaire doit être capable, en réunion de copropriété, de raconter l'histoire qu'on attend tous, en fait. Et nous, les premiers, que ce soit au niveau des prix et au niveau des arguments réels qui vont porter,
on a du boulot, hein, clairement. Donc là, il nous reste quelques réunions très, très, très importantes d'ici le 16 juillet. Et dès le 16 juillet, déjà, on aura la réponse. Donc, il est très probable que la copropriété, pour plein de raisons, dise non, on ne va pas dans cette direction-là. Mais c'est pas grave. Nous, on aura fait notre boulot et on l'améliorera parce qu'on n'aura peut-être pas trouvé toutes les réponses. Et ça, on pourra très vite, au moins en septembre, partager ça avec vous en termes de coûts et en termes d'argumentaire. Le deuxième point, c'est un témoignage de l'USH qui était très intéressant, très récemment là sur une conférence où la personne, une des responsables de l'USH, disait clairement que pendant la crise sanitaire, le fait d'avoir des résidences connectées avait énormément fait gagner d'argent, mais surtout de performance dans la supervision, voire la maintenance à distance de certaines résidences, parce que c'était très compliqué d'envoyer des équipes sur place, etc. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut être valorisé. Et puis, on parle beaucoup de mutualisation, donc vous parlez d'une nouvelle résidence, parce que clairement, on a essayé sur les résidences dont vous nous parliez de réfléchir, mais c'est très compliqué. Je pense que si vous avez déjà en tête un projet de nouvelle résidence à rénover, on va avoir ces arguments de mutualisation. Une colonne, ça coûtera toujours moins cher que 3 colonnes. Un abonnement, ça coûtera toujours moins cher que 3, 4, 5 abonnements des fois. Un détecteur de présence peut être partagé par plusieurs lots. Donc on sent bien qu'un détecteur de présence coûtera toujours moins cher que 2 ou 3 détecteurs de présence. C'est data. Donc là, aujourd'hui, c'est dur à valoriser, on est bien d'accord. Hein. Mais les data qui sont partagées vont avoir énormément de valeur à terme. Donc ça, il faut déjà se préparer à ça. Et tout à l'heure, on parlait de smart grids. Pas de smart grid sans smart building. Donc, le fait de partager ces données, on parlait d'Enedis tout à l'heure, ça a de la valeur, ça aura de plus en plus de valeur. Ensuite, la valorisation du patrimoine. Donc, vous l'avez traité aussi. Hein, je suis d'accord qu'un copropriétaire ou un propriétaire qui n'habite pas dedans n'aura pas du tout les mêmes problématiques qu'un propriétaire qui réside. Moi, j'avais un appartement, je ne l'ai plus, mais j'avais un appartement à Nantes il n'y a pas très longtemps en location. J'ai eu un énorme dégât des eaux. Si j'avais eu cette information beaucoup plus tôt, d'une part, ça n'aurait pas affecté les 3 étages en dessous, et puis j'aurais eu des moyens pour être prévenu beaucoup plus tôt, en fait. Hein. Économie directe sur les charges. Donc évidemment que la plupart quand on parle d'un opérateur de service, cet opérateur de service affectera le niveau de charge, d'accord ? Mais on a des économies directes. Donc, si un thermostat connecté induit 30% d'économie, on sent que ça va aussi rentrer dans l'équation économique. Ensuite, je crois que l'erreur coûte très cher, en fait. C'est-à-dire que si on prend du retard, de toute façon, on aura du mal à le rattraper. Donc, c'est des résidences qui auront du mal à évoluer par la suite. Et puis, si vous vous lancez, et vous l'avez dit très très bien tout à l'heure sur votre résidence où vous avez un portail pour l'énergie, un portail pour la partie boîte aux lettres connectée, etc. Et ça coûte très cher parce qu'au final, vous avez investi dans plein de services, mais certains services vont s'arrêter, certains prestataires vont débrancher leur serveur cloud, etc., etc. Donc ça, c'est aussi du gâchis qu'on peut éviter avec cette démarche R2S. Je terminerai juste par le financement. Moi, je suis convaincu qu'on doit travailler énormément, et c'est ce qu'on fait donc avec Sergic, la Roubaix. Il faut travailler sur le financement, notamment par le financement par l'usage. Là aussi, hein, il n'y a pas un domaine de l'économie qui n'est pas rentré dans le financement par l'usage. Il n'y a pas de raison que dans le bâtiment, on n'y arrive pas à terme. Ça va mettre du temps. Mais on reprend l'exemple, Emmanuel parlait du vidéophone de tout à l'heure. Moi, je suis convaincu que c'est le tableau de bord qu'on a dans un logement a énormément de valeur, surtout pour les gens qui n'auront pas de tablette, qui n'auront pas d'accès Internet, etc. Et cet écran-là, on sent bien qu'il n'aura pas la même durée de vie que le bâtiment lui-même. C'est-à-dire, dans 5 ans, de toute façon, après quelques mises à jour, il y a un moment, il faudra changer cet écran-là. Donc, si c'est effectivement l'investissement pour la copro au départ, dans 15 ans, il sera encore là, cet écran. Et pendant 10 ans, il sera éteint. Donc, c'est un gâchis monumental. Donc là, je n'ai pas la réponse, mais je suis convaincu, parce qu'il y a des acteurs qui le font déjà, qu'on peut aller dans du financement en location, en leasing, etc., sur une partie d'investissement. Alors, Adélaïde, parce qu'on a nos intervenants, on les a bien entendus tout à l'heure. Donc, moi, j'ai plus. Vous avez eu un dialogue avec Philippe Durand ces derniers temps. Est-ce que quels sujets ont été soulevés dans ce dialogue? Vous êtes rentré un peu plus dans le concret du référentiel? Alors,
Alors, finalement, on n'a pas rentré dans le concret autant que ce on aurait pu le souhaiter. En effet, la résidence, les 2 résidences pour lesquelles qui avaient été identifiées, en fait, on se rend compte très vite que aujourd'hui, c'est limité. Et qu'on a la question du coût qu'il faut qu'on aborde et qu'il faut qu'on traite pour pouvoir avancer. En revanche, ce qu'on s'était dit aussi, c'est que nous, en tant que syndic, on accompagne des promoteurs sur la question des nouveaux services. Dans tous les appels d'offres maintenant, dans beaucoup d'appels d'offres, on est associé. Nous, en tant que syndic, à la réflexion. Donc, on a aussi, je pense, nous, un rôle pour aller embarquer des promoteurs. Là, c'est sur du neuf, mais je vois une carte à jouer très, très importante de la part des syndics. Vu que c'est nous qui allons devoir gérer ça avec l'aide d'un opérateur, il faut qu'on soit associé avec les promoteurs dès le début sur la logique à mettre en place et notamment se baser sur ce référentiel-là. Plus ça va, plus je me dis que finalement les copropriétés qu'on avait identifiées ne sont pas les bonnes et qu'il faudrait repartir sur des copropriétés qui ont un projet de réno énergétique, par exemple. Et vous en avez? On en a, oui. Pourquoi pas? Sauf que la temporalité n'est pas forcément la même. D'accord. Mais on prendra le temps à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, même si on était en phase de développement opérationnel, pour qu'on puisse intégrer quelque chose un petit peu plus loin dans le temps en tant que pilote. Il faut dire que les premières intentions, les premières bonnes volontés de notre point de vue, de notre culture d'entreprise, sont toujours récompensées d'une façon ou d'une autre. Vous parlez de quelle temporalité, Adélaïde? C'est 2021, 2022? Ça pourrait être 2021. On en a pas mal en ce moment avec les. Enfin, c'est un sujet, mais c'est pas dans les 6 prochains mois, quoi. Je pense pas. Mais ça peut s'anticiper, ça peut déjà se préparer, en effet. Mais si vous êtes déjà dans le dialogue avec des promoteurs, alors, et pour les promoteurs, maintenant que le référentiel est quand même assez élaboré, on doit pouvoir commencer à rentrer dans ce dialogue avec les promoteurs. Je pense que ça intéresse aussi SBA. Ouais. Très bien. Le dialogue avec les promoteurs, il se fait souvent quand il y a un appel d'offres de la part des aménageurs. J'attends que des appels d'offres tombent pour pouvoir évidemment en parler. Surtout qu'il y a une logique il y a toujours un esprit du programme qui est attendu et les bénéfices usagers résidents. C'est toujours marqué et donc ça pourrait être une réponse apportée par des promoteurs sur ces consultations, tout à fait. Il faut juste que des appels d'offres tombent. Nicolas, on a évoqué ensemble que la question d'armature centrale, mais je crois que donc vous avez eu un dialogue cette semaine ou fin de semaine dernière avec Bureau Veritas. Quels sont les sujets que vous avez abordés et quelles sont les interrogations que vous avez encore aujourd'hui pour pouvoir aller un petit peu plus loin avec R2S? Alors nous, effectivement, on est sur un projet qui est en cours de construction. On est à la phase gros œuvre, c'est un projet de 22 logements en conception-réalisation. On est déjà dans une démarche un petit peu particulière avec Bouygues de Construction, sur lequel on avait déjà, dans notre cahier des charges, mis à la phase concours une dimension logement connecté. On attendait effectivement du coup des propositions de la part de l'équipe qui sera retenue. Donc à l'époque, c'était effectivement Bouygues de Construction qui avait été retenu, où ils nous avaient poussé leur label un peu Wizome, en fait, ce qu'ils ont l'habitude de faire chez Bouygues de Construction.
Donc on est parti de ce qui était prévu déjà dans notre appel d'offres. Donc on avait un certain nombre de points déjà à l'intérieur du logement ou sur les parties communes. Donc on a avec Philippe pu rebalayer un petit peu notre cahier, le CCTP qui a été rédigé par Bouygues et de regarder justement les points de convergence qu'on avait par rapport au label R2S et puis les points qui manquaient et les écarts et de regarder comment on pourrait les combler. Donc globalement, on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas si loin que ça du label R2S, parce que déjà dans la philosophie du projet, sur les grandes thématiques, notamment l'accès aux services sans que l'occupant ait besoin d'avoir une connexion Internet, ça on l'avait déjà, et moi c'était vraiment une priorité déjà de mon côté de le mettre en avant. Donc ça, on a déjà cet item-là. La colonne centrale IP, on l'avait par l'interphonie, de toute façon on est déjà sur du câblage IP au niveau de l'interphonie, donc on a cette structure, cette colonne vertébrale qui est créée dans le bâtiment. Maintenant, il nous reste à regarder sur l'ensemble des services qu'on veut mettre en place pour nos clients, de regarder toutes les connexions via ce réseau interne du bâtiment. Donc pour cela, on a décidé effectivement courant juillet de faire une réunion sur site avec notre bureau d'études et puis Bouygues Construction pour regarder un peu plus dans le détail du référentiel, justement, le chemin qui nous reste à parcourir pour essayer d'aller sur cette labellisation. Donc, il faut qu'on avance assez vite quelque part, puisqu'on est vraiment, pour nous, sur un chantier où le gros œuvre est bien avancé. On est sur une livraison bâtie en juin 2021. Donc, c'est vraiment la période propice là pour parler justement de toute la partie courant faible, électricité. Et donc, on a une deadline pour nous à pouvoir vraiment aboutir à la rentrée, enfin tout du moins avant la fin de l'année, sur réellement ce qu'on met en œuvre ou pas. Donc là-dessus, on a pour nous des variables d'ajustement, justement pour faire évoluer un peu et se rapprocher du label R2S. Au niveau financement, aujourd'hui, comme on avait quand même prévu un certain nombre de choses, donc là, on va regarder un peu les écarts que ça peut provoquer. Je ne pense pas qu'on aura de problématique sur le coût de l'infrastructure, de la mise en œuvre. Ça m'inquiète pas trop. Où je suis plutôt vraiment inquiet, c'est sur l'exploitation. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mes propos introductifs. Là aussi, on essaye de se rapprocher de notre secteur d'activité, du secteur angevin, avec notamment des prestataires qui nous font aujourd'hui la maintenance notamment de tout ce qui est nos portiers, enfin toute l'interphonie. Je pense que c'est peut-être aussi une piste pour nous de prestataires sur lesquels il faudrait qu'on raccroche un peu au label R2S sur justement après cet opérateur de service. Enfin, on pense que c'est des bonnes personnes qui pourraient intervenir sur ces sujets-là. Donc voilà, on est en train de créer tout ça. Donc prochaine étape, c'est réunion au mois de juillet. Voilà. Philippe Durand, je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, sur le projet présenté par Nicolas, il y a beaucoup d'ingrédients qui existent. L'élément qui n'est pas encore totalement acquis et le point faible, c'est le caractère fédérateur qui n'est pas aujourd'hui présent. Hein. Même si on a un réseau IP, ce réseau IP, il est très dédié pour le vidéoportier et le report d'informations d'énergie à destination d'occupants. Mais les autres services qui existent dans le bâtiment n'y sont pas encore attachés. Donc ça, c'est le point qu'il va falloir apprécier. Et ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on va avoir une véritable balance économique qui va pouvoir être faite avec un promoteur dont on connaît l'efficacité des balances économiques. Et également, ce qui va être bien, c'est de voir que cette partie réseau smart résident, occupant, voir comment est-ce qu'il s'intègre, parce qu'il n'est pas aujourd'hui totalement rattaché à un réseau fédérateur, il est plutôt un petit peu indépendant par rapport au réseau qui serait sur la partie collective, et c'est ces liens-là qu'il va falloir peut-être envisager avec votre prestataire, de voir comment est-ce que tout cela peut converger simplement pour diminuer peut-être aussi tous les coûts qui sont liés à la mise en œuvre ou à l'exploitation. Là, on a vraiment une transition technique qui va être importante à mesurer sur ce projet, et ça en fait un véritable projet pilote qui va nous emmener très loin, je pense, dans la réflexion et dans l'adaptation par rapport à ce qui se fait économiquement sur ce type d'ouvrage.
En plus, c'est un logement petit, enfin, c'est un petit immeuble, 22 logements. C'est vraiment du pain béni pour travailler efficacement. Je veux maintenant m'adresser peut-être à Emmanuel François ou à François-Xavier Geland. Compte tenu du contexte, on va dire qu'on a deux opérateurs qui sont classiques de tout ce qu'on a sur notre territoire. Classique, mais très en avance. Thierry Immobilier est un des syndics toujours soucieux d'innovation et reconnu comme ça. Et qui nous dit, j'ai énormément de mal à intégrer R2S dans mes projets. Et puis, j'ai Loire Habitat qui vient de nous présenter son projet. Donc, la question sur ce groupe de travail Novabuild SBA, comment on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme sujet de travail? Donc, on a ces deux expérimentations avec Bureau Veritas, mais qu'est-ce qui nous permettrait de passer une étape supplémentaire sur un territoire comme le nôtre pour continuer à avancer sur cette question de R2S appliquée au logement? Tu veux que Vas-y, je compléterai. Mais moi, j'ai écouté avec attention là, ce que disait Nicolas, et ça m'encourage parce qu'en fait, on voit bien, effectivement, si on est dans du neuf, on n'est pas loin. On n'est pas loin et cette notion de mutualisation, elle est là. Et en fait, ça doit être pareil pour la rénovation parce que de toute façon, en rénovation, on va y aller. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Pour le pilotage énergétique, c'est obligatoire. Vous avez parlé des casiers connectés, vous avez parlé de… Tout est en train de devenir connecté, la gestion de l'eau, la gestion de la chaudière, les skydomes, enfin, et donc en fait, les ascenseurs. Et en fait, on se rend compte, les compteurs, et en fait, on se rend compte que il faut y aller et il faut surtout plus passer par des acteurs qui sont en silo. Et donc, nous, on a un travail majeur à faire, François-Xavier, c'est justement d'aller chercher, et peut-être avec votre aide, pointer les investissements qu'on va pouvoir mutualiser. Et donc, demain, à une réunion de copropriété, si par exemple, on dit, voilà, on a voté, par exemple, un portier vidéo ou des casiers connectés ou que sais-je, mais dire, attendez, il faut absolument que ce système-là, il soit mutualisable pour l'ensemble. Sinon, on ne le fait pas. Et donc, c'est ce réflexe qu'il faut que chaque acteur ait, parce que sinon, effectivement, on va aller vers ce qu'on faisait avant et ça ne marchera pas. Voilà, et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail de chiffrage et montrer vraiment que ces pièces, on les enlève et on les mutualise et que la maîtrise d'ouvrage dise, oui, bien entendu, et on avance comme ça. Les industriels sont prêts, hein, les offres sont là. Tous les industriels, en fait, la plupart, ils ont les deux offres. Une offre totalement verticale qui est fermée, non interopérable. Et bien sûr, aujourd'hui, plus ça va, plus ils ont des offres qui sont ouvertes, mutualisables. Donc, il faut simplement bien le pointer. Donc, je peux compléter sur… tu demandes ce dont on a besoin. Moi, je pense que ces deux projets, même si là, effectivement, avec Adélaïde, c'est plutôt 2021, donc on ne va pas pouvoir forcément à très court terme en bénéficier, mais ces deux projets sont exactement la vraie vie, en fait. C'est des problématiques qu'on a partout en France sur plein de projets et nous aider. Nous, on peut vous aider dans un sens, mais vous pouvez aussi nous aider sur ces fameux ces freins. Nous, Nicolas parle des freins de mutualisation, Adélaïde parle beaucoup de freins liés à l'argumentaire, au budget. Ça, on va avoir, nous, des choses à vous proposer. Donc, encore une fois, Roubaix, je pense que dès septembre, on aura quelque chose à vous proposer en disant voilà ce qui a été présenté, ça aboutit à ça. Pourquoi? Et là, c'est vous le spécialiste, en fait. C'est-à-dire que Sergic aura son analyse, mais j'aimerais bien aussi avoir votre analyse, parce que ça va nourrir vos prochains appels d'offres avec les promoteurs, ça va nourrir votre prochain projet de rénovation énergétique, et ça va nous nourrir, nous, parce qu'on ne veut surtout pas avoir qu'un seul écho avec Sergic. On veut aussi l'intelligence collective de plusieurs syndics. Alors, côté Nicolas, il y a deux choses. J'ai l'impression, je ne connais pas les détails du projet, mais intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a forcément de la mutualisation qui ne va pas pouvoir bénéficier en termes d'équation économique. C'est-à-dire que là, tel que c'est engagé, l'ascensoriste va dire de toute façon,
moi je mets une clé 3G parce que je fais comme ça depuis des années, il n'est pas question que je change. Il a raison en fait. Et on a rajouté d'ailleurs dans le cadre de référence la notion de redondance. Je pense que dans ce cas-là, il faut dire pas de problème. En priorité, vous ramenez ça sur le réseau IP, et puis vous, pour vos propres besoins, vous pouvez tout à fait utiliser votre clé 3G. Et puis, elle se remplace l'une autre. C'est-à-dire s'il y en a une qui est en panne, bah, l'autre reprend le relais. Donc, on gagne un petit peu en performance, mais il reste 2 abonnements. Donc là, on n'a pas gagné purement la mutualisation. Et il faudra du temps, il faut être clair, pour dire à tous les ascensoristes, arrêtez de mettre des clés 3G, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, il faudra qu'on leur démontre que cette colonne IP est beaucoup plus sûre, est beaucoup plus résiliente, beaucoup moins chère, et qu'au fil du temps, peut-être qu'ils comprendront, mais eux, de toute façon, les ascensoristes, ils ne travaillent pas au niveau franco-français, donc il faudra que R2S démontre ça à plein de niveaux pour qu'un Otis ou ses confrères disent, bon, bah, c'est bon maintenant, sur tous les bâtiments où il y a du R2S, on n'est pas obligé de mettre cette clé 3G, par exemple. Alors, il y a Philippe Durand qui veut dire un mot. Oui, alors par rapport à tout cela, ça confirme bien que les différents points que vous soulevez et qui sont évoqués à chacune des auditions qu'on réalise sont des éléments que l'on intègre, qu'on prend en compte et qui font nécessairement une discussion avec SBA pour qu'on fasse évoluer notre cadre de référence, qu'on fasse évoluer nos exigences, de manière à ce que la transition, je dirais numérique, se fasse en respectant les us et coutumes d'aujourd'hui. Ça n'empêche pas d'aller vers l'avenir. Hein. Ce serait une erreur de vouloir tout révolutionner en une seule étape, parce que ça, on va droit à l'échec. On voit bien qu'il y a trop de freins d'entreprises, d'intérêts d'entreprises, et que même si le marché commence à mûrir, on n'a pas cette maturité de la convergence, de la transversalité qui va s'imposer à nous très rapidement. Concernant les projets de résidence, et je suis prêt à lancer ce travail avec Adélaïde ou toute personne intéressée par le sujet, c'est qu'on se rend compte, et il a été évoqué tout à l'heure, et je reste dans la continuité de mes propos, la rénovation énergétique des logements ne pourra se faire quand on a la maîtrise de toutes les énergies qui sont consommées dans un building collectif. Donc ça veut dire que quel que soit le mode de chauffage, que ce soit un mode de chauffage collectif ou un mode de chauffage individuel, la nécessité de collecter ces données énergétiques vont avoir un impact direct sur l'économie du building. Parce que ce qu'on peut essayer de recenser, c'est en fin de compte aujourd'hui, dans vos occupants, on peut peut-être recenser quels sont les services qu'ils utilisent sur leur box personnelle et voir le lien que l'on peut faire d'attractivité pour que ces données qui seraient rapatriées sur la collective puissent engager la rénovation énergétique et essayer d'apporter une économie sur le sujet. Et ça, je pense que là, on va pouvoir démontrer par des éléments concrets qu'effectivement, cette convergence ne va que vers l'économie et dans l'intérêt de la copropriété. Et ça, je pense que on pourrait peut-être même, à l'occasion, avec des connexions privilégiées, faire des auto-évaluations pour chacune des copropriétés sur ces sujets qu'on aurait identifiés comme étant des éléments clés d'argumentaire positif pour aller vers cette convergence. Et ça, je pense qu'on peut le mettre en œuvre. Je pense qu'on va très rapidement mettre en œuvre des dispositifs d'auto-évaluation en ligne pour les réseaux smart. On peut totalement faire des auto-évaluations sur des copropriétés par rapport aux services qui sont utilisés pour les faire converger. Et je pense que ça, ce serait un impact relativement rapide et qui permettrait peut-être de concilier votre agenda de 2021 sur les différents projets. Alors, Adélaïde, cette auto-évaluation, on peut démarrer quelque chose? Là, c'est le micro. Voilà, c'est très bien, on entend. Allez-y. Ok. C'est bon? Oui. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose de facilement d'envisageable et assez rapidement, quoi. Cette auto-évaluation. Donc ça, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. Bon, donc, on va vers la fin de cette rencontre. Si je résume bien, Angelo Habitat, avec le projet de construction, est en train d'intégrer le référentiel dans son projet, et donc on aura sûrement des retours d'expérience dans quelques mois. Du côté de Thierry Immobilier, on a à la fois
l'idée de faire à peu près l'équivalent d'Angelo Habitat, mais sur des projets à plus long terme. Donc, on est sur un horizon 2021. Et à court terme, de tester l'outil d'auto-évaluation de R2S porté par Bureau Veritas dans les prochains mois, ou j'allais dire prochaines semaines, mais comme il y a l'été qui arrive, voilà, on va dire dans les prochains mois. J'imagine qu'on peut faire un point d'étape à la fin de l'automne, en octobre-novembre, quelque chose comme ça, si vous en êtes d'accord. Et puis, je donnerai bien maintenant la parole ou à Emmanuel ou à François-Xavier pour un mot de la fin sur cette dynamique qui a démarré en Pays de la Loire, SBA Pays de la Loire. On avait l'intention, avant la Covid, de faire une grande manifestation en lien avec le Conseil régional dans ce premier semestre. On la reporte. Peut-être est-ce que ce serait bien qu'on la fasse au premier semestre 2021, le temps qu'on ait commencé à avoir des retours d'expérience tangibles. Voilà, j'ai envie de vous entendre maintenant pour ce mot de la fin. Alors peut-être d'abord François-Xavier et puis Emmanuel nous fera le mot final de la fin. Donc, ouais, je crois que c'est quelque chose qui est très positif. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'avancer. On peut aider Adélaïde d'ailleurs sur le choix de la résidence en question, parce que on a bien vu avec Sergi que les 2 premières n'étaient pas idéales en fait. Donc la 3e l'a été, et elle sera pas, on n'aboutira peut-être pas, mais il faut prendre des résidences où il y a clairement des gros problèmes en fait. Je ne sais pas si vous en avez, hein, parce que vos résidences sont bien pilotées évidemment, mais globalement il vaut mieux privilégier des résidences où dans la tête des copropriétaires il y a clairement des grosses améliorations à apporter. Parce que alors, on s'est trompé de syndic à ce moment-là. Pas de problème avec Thierry. On récupère des copropriétés dont le bâtiment peut avoir des problèmes. Okay, donc je me rends compte qu'il y a une question qui n'a pas été répondue. Donc Adélaïde demandait à qui je m'adresse. Elle a raison et je me bats. Et Emmanuel est là, donc il va m'entendre une nouvelle fois. Je sais qu'il en est conscient, mais on n'y arrive pas vraiment parce qu'au niveau de la SBA, on ne peut pas être trop déterminant sur la mise en relation avec des entreprises. C'est très touchy comme problème. Hein. Et je pense que Novabuild a le même problème. Par contre, on a maintenant un outil sur le site de la SBA qui commence, hein, je dis bien qu'il commence, à être plutôt efficace. Donc il faut aller dans Membres. Et dans Membres, on a mis plein de catégories d'acteurs, dont AMO, dont intégrateurs, etc. Et là, vous commencez à voir des entreprises qui font ces métiers-là. Donc on va améliorer ça, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, par région. Donc on lance toutes les régions et on commence à avoir maintenant des membres régionaux. Donc de la même façon, sur le site de la SBA, vous pourrez voir tous les membres régionaux autour de vous et leur métier. Et puis, l'idée, c'est de vous orienter ponctuellement en fonction de vos projets sur les entreprises que l'on connaît. Donc là, c'est pas forcément vous qui allez trouver sur le site de la SBA, mais nous, avec moi, je connais par exemple beaucoup d'intégrateurs sur la région de Nantes. Donc ça peut aussi être un dialogue comme ça, pas avec ma casquette SBA du coup, mais avec une casquette autre en disant c'est pas grave, il n'est pas membre de la SBA, mais il y a dans votre secteur notamment 2 ou 3 intégrateurs qui sont à cet endroit-là, qui ont déjà expérimenté ce genre de choses. Donc plutôt rapprochez-vous d'eux que d'un autre. Donc voilà, moi je vais passer la parole à Emmanuel. Il faut pareil que Nicolas n'hésite pas à revenir vers nous, c'est-à-dire que vous allez être confronté maintenant aux fabricants et en plus à un constructeur qui est très actif sur le smart, donc ça c'est bien. Mais pour conclure, je voudrais juste illustrer par une expérience que je suis en train de vivre sur un autre secteur en France, où sur un appel d'offres, on a 21 promoteurs et bailleurs qui ont répondu conjointement, hein, parce que c'est exactement le type de projet dont parlait Adélaïde avec de la mixité. Sur les 21 projets, il y en a 13 qui ont répondu avec R2S. Donc on voit bien que le label n'existe pas encore, mais les promoteurs et les bailleurs s'en emparent parce qu'ils ont besoin de ça pour faciliter et crédibiliser leurs réponses. Par contre, sur les 21, j'en ai encore qui me disent l'AMO, c'est tel fabricant. D'accord ? Parce que c'est l'histoire à la vie dure. On a ces habitudes-là, on met les fabricants en première ligne et on pense que le fabricant va être notre AMO. Non, ça ne peut pas marcher. Et à un moment, il faut de l'indépendance dans cette conception et il faut un regard complètement neutre pour vous aider à faire les bons choix.
Merci beaucoup, François-Xavier. Juste avant que Emmanuel fasse le mot de la fin, je voudrais concrètement qu'on voit comment on procède entre Bureau Veritas et SBA avec Thierry Immobilier. Qui prend contact en premier avec qui, en fait, parce que je me suis rendu compte que lors de la précédente séquence, en fait, je crois qu'on s'est un peu attendu. Donc là, il faut si vraiment on veut dans quelques mois se dire, bah voilà, on a fait telle et telle chose, on a fait l'auto-évaluation, il faut qu'on s'assure que cette mise en relation se fasse. Et même chose côté Angéloire Habitat, qui reprend contact en premier avec qui? Je veux juste m'assurer de ça. Là, c'est un peu, on va dire, le porteur du groupe de travail, m'assurer que les connexions se fassent. Donc, comment on procède? Est-ce que c'est vous, Philippe Durand, qui prenez l'initiative de reprendre contact avec nos deux porteurs de projet? Alors, on va partager les rôles. Hein. Nicolas, vous avez la maîtrise du calendrier, du timing avec votre promoteur, donc je pense que c'est vous qui pouvez redonner de l'information descendante parce que je ne pourrai pas la deviner et je ne vais pas vous importuner toutes les semaines pour que l'information m'arrive. Donc je pense que le plus simple, c'est que ça redescende dans ce sens-là, c'est vous le mettre à bord. C'est ce que nous avions convenu. Absolument, absolument. Parfait. Et concernant Thierry Immobilier et avec vous, Adélaïde, la proposition que j'ai faite aujourd'hui étant le scoop de la journée sur cet aspect-là, je pense que c'est à moi de revenir vers vous pour programmer une réunion pour structurer j'ai déjà travaillé sur le sujet, mais néanmoins, vous êtes un acteur majeur sur le dispositif, vous connaissez bien mieux que moi la vie de vos résidents, parce que moi, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, l'avantage, même si j'ai été à un moment donné président de conseil syndical, j'ai un peu oublié ce qu'est la vie en collectivité. Donc, votre rapport sera utile et c'est à moi de revenir vers vous pour qu'on programme une réunion idéalement entre le 15 juillet et le 30 juillet. Idéalement, dans mon calendrier actuel, vu les autres engagements pris auprès de la SBA. C'est bon, Adélaïde? Ouais, c'est une période correcte? Ok. Bon, alors, Emmanuel, débat riche, comme d'habitude. Bon, ok. Bah, écoutez-moi, merci vraiment, c'était très riche. Et je vous remercie de ces contributions, du temps que vous passez et de la confiance que vous nous manifestez. Concernant Angers, donc Nicolas, moi, c'est vrai que j'ai eu fin janvier la chance de rencontrer Christophe Béchu, parce que j'ai fait une conférence avec lui à Change Now. Et donc, j'ai vu aussi ses équipes. Et je lui ai dit, écoutez, je connais Angéloire Habitat. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve prochainement dans votre ville pour qu'on voit comment aller plus loin. Vous avez passé un contrat de ville connectée, Smart City avec Engie et d'autres, avec un budget, je crois que c'est de 140 millions d'euros, même plus. Écoutez, en fait, qu'on intègre le logement connecté dans cette démarche. Donc, clairement, je suis là et je suis disposé à rencontrer. Et puis, on a de toute façon prévu de se retourner vers Christophe Béchu pour lui proposer d'être à la SBA aussi. Donc, ça peut aller dans le bon sens. Hein. Donc, ça, c'est un message qui est à la fois pratique, concret et un peu politique. Et pour Thierry Immobilier, clairement, je rejoins ce que dit Philippe et François-Xavier, mais c'est aussi valable pour Angéloire Habitat, c'est qu'on est là pour vous aider. Honnêtement, je sais bien comment ça fonctionne quand on démarre des projets. Là, on est en train de démarrer des projets pour les massifier. Et donc, quand on démarre un projet, il faut du temps. Il faut vraiment s'investir. Et donc, moi-même, Emmanuel François, je suis prêt à m'investir, pas partout, mais sur des projets comme les vôtres, à rencontrer même le syndic, pas le syndic, les copropriétaires, une fois qu'on a identifié un projet, travailler sur le projet lui-même, rentrer dans le détail, aller chercher les acteurs qui vont animer ce projet, parce que c'est que comme ça qu'on va réussir. Ça va prendre du temps. Là, je vois à Sergic le nombre de conférences qu'on a passées, mais on voit que petit à petit, on avance. Et une fois qu'on leur a fait ce projet, on sait qu'on va pouvoir le massifier parce qu'on aura tous acquis de l'expérience et cette expérience va nous enrichir
Alors ensuite, vous parliez d'évolution de métier, mais c'est vrai que tu as raison, c'est en cours. Il y a des intégrateurs qui se forment, qui montent en puissance, des installateurs électriciens qui deviennent même intégrateurs ou des installateurs CVC, que sais-je. Donc ça, c'est un métier. Mais il y a aussi des gros acteurs, hein. Je vous parlais d'Engie, ou EDF, ou SPI, ou d'autres, qui sont en train de, il y en a plein, et ils sont à la SBA, qui sont en train de monter en puissance. Et ça, si vous voulez, c'est des évolutions de métiers. Et même tout à l'heure, je pense que vous parliez de promoteurs ou d'entreprises générales. Ils ont compris également que demain, ils peuvent être aussi cet opérateur de service. C'est des évolutions qui sont en cours dans leurs organisations. Et vous, concernant vous-même, votre métier, vous le savez bien, il est en train de changer. Parce qu'en fait, au-delà vous allez devoir monter dans la chaîne de valeur grâce au numérique. Et je pense que c'est même une opportunité pour vous et ça va être presque nécessaire. C'est-à-dire que demain, vous ne serez pas, ça c'est ma vision des choses, vous ne serez pas uniquement le syndic d'un bâtiment, mais je pense que vous serez le syndic d'un quartier. Et je pense que, si vous voulez, c'est là aussi, moi je suis prêt à rencontrer Monsieur Thierry, hein, c'est ça, pour qu'on en rediscute. Je l'avais rencontré 1 ou 2 fois sur Lyon, parce qu'en fait, c'est une évolution de votre profession. Et essayer de voir comment, justement, mettons, dans 5 ans, vous serez peut-être cet opérateur de quartier ou ce tiers de confiance de quartier et comment y aller. Voilà. Merci. Merci à toutes et à tous. Et donc, il y a du travail sur la planche et on a vu qu'on poursuit dans les prochains jours. Donc, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci Pierre-Yves. Très, très bien. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.